Bonjour. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier la commission de médecine d'urgence et la commission scientifique de la société pour leur invitation et pour me permettre de parler avec vous du sepsis chez le patient aplasique aux urgences, avec un écueil que j'ai rencontré, c'est que finalement il y a assez peu de travaux spécifiquement réalisés aux urgences pour cette population-là, et donc j'ai été obligé de me tourner vers de la littérature d'hématologie, et puis également de la littérature de réanimation, mais je vous montrerai qu'il y a éventuellement quelques petits travaux qui peuvent nous aider également à appréhender cette situation aux urgences. Donc la prise en charge du cancer pour de nombreuses pathologies est encore basée sur de la chimiothérapie, et un des effets inévitables et consentis de la chimiothérapie et l'action sur toutes les cellules qui se divisent rapidement, donc les cellules de la pathologie sous-jacente, mais également des cellules normales, et en particulier les cellules qui se divisent rapidement dans l'organisme, c'est les cellules médulaires, et puis également les cellules des muqueuses. Et donc à cause de ça, les patients qui ont reçu une chimiothérapie sont exposés à faire des épisodes de neutropénie, qui vont favoriser un certain nombre d'infections avec des sites infectieux privilégiés chez ces patients-là, qui sont le poumon, les voies veineuses, si elles sont présentes, et le tube digestif de haut en bas, c'est-à-dire globalement de la bouche jusqu'à l'anus. La plupart des patients qui se présentent avec des neutropénies fébriles, néanmoins, n'ont pas de documentation clinique de leur infection. Et la plupart des documentations qu'on peut avoir sont des documentations microbiologiques avec le plus souvent des bactériémies nues, entre guillemets, c'est-à-dire sans infection d'organes patentes, bactériémies qui sont liées pour leur grande partie à des translocations d'origine digestive. Mais il faut savoir que même ces bactériémies sont finalement minoritaires chez les patients qui ont une neutropénie fébrile, puisque c'est à peu près, selon les études, une trentaine de % de patients qui vont avoir effectivement une bactériémie, mais c'est de cette manière qu'on arrive à documenter les infections chez le patient neutropénique de la manière la plus fiable. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées, qui étaient des études interventionnelles dans lesquelles les données microbiologiques sont disponibles. C'est en particulier celles que je vous montre ici, qui sont les études de l'ORTC. L'ORTC, c'est le European Organization for Research and Treatment of Cancer. Et donc c'est des études multicentriques et interventionnelles, et donc on a les datas microbiologiques de ces études, et ce que vous pouvez constater, c'est qu'au cours du temps, l'épidémiologie bactérienne des neutropénies fébriles a évolué, puisque à peu près jusqu'à la moitié des années 80, on avait une prédominance de bacilles à Gram négatifs, et que depuis, on a plutôt maintenant une prédominance d'infections à cocci à Gram positifs, qui sont liés à l'intensité de la chimiothérapie, aux dégâts muqueux et la présence plus fréquente de voies veineuses centrales. Néanmoins, et ça c'est très important parce qu'aux urgences ça va être quelque chose de capital, toutes les neutropénies fébriles n'ont pas le même risque infectieux. Et ce qui a été très bien montré, c'était dans l'article Princeps de Gérald Baudet du MD Anderson à Houston en 1966, c'est que le risque infectieux chez les patients neutropéniques est dépendant à la fois de la profondeur, mais également de la durée de la neutropénie fébrile. Et ce que vous pouvez constater sur ce graphique, c'est que les patients qui ont une neutropénie qui est profonde avec moins de 100 ppm par millimètre cube et prolongée, c'est-à-dire plus de 10 jours, vous voyez qu'au bout de 10 jours, il y en a quasiment 100% qui vont présenter une infection. Pour autant, aux urgences, on ne voit pas tous les patients neutropéniques. Les patients qui ont des neutropénies qui sont prolongées, qui sont classiquement les inductions et les consolidations de leucémie aiguë et les greffes de cellules souches hématopoïétiques, c'est ceux que vous avez ici à droite. Ces patients-là, ils sont dans les secteurs stériles des services d'hématologie. Mais ce qu'on peut voir aux urgences, c'est des patients qui ont des neutropénies qui peuvent être profondes, mais qui sont classiquement plus courtes. Donc c'est des patients qui ont reçu de la chimiothérapie pour des tumeurs solides et des patients qui ont reçu de la chimiothérapie pour des lymphomes qui vont sortir gérer leur aplasie en ambulatoire et qui vont éventuellement ensuite revenir aux urgences. Donc c'est des neutropénies qui sont plutôt
des neutropénies courtes, mais qui peuvent néanmoins être des neutropénies profondes. Et donc il est usuel de classer des neutropénies de différents risques, avec des neutropénies à haut risque, qui sont les neutropénies longues, et qui sont des neutropénies qui sont profondes, des patients qui sont hospitalisés avec des épisodes infectieux qui sont nosocomiaux, avec des patients qui ont des dégâts muqueux qui peuvent être majeurs et qui ont un pattern d'infection qui est un petit peu différent des patients qui ont des neutropénies plus courtes, avec en particulier un risque fongique qui est quasi inexistant chez des patients qui ont des neutropénies courtes en l'absence d'autres facteurs de risque d'infection fongique. Donc ça, c'est une classification usuelle, mais en pratique, ce qui est important aux urgences, c'est que les patients qui viennent de chez eux, donc qui ont donc des neutropénies qui sont considérées comme des neutropénies courtes, de pouvoir stratifier le risque de présenter des complications, avec comme corollaire immédiat qui nous intéresse cliniciens, c'est de savoir si le patient il doit être hospitalisé, et s'il doit être hospitalisé, est-ce qu'il doit être hospitalisé dans un secteur de soins classique ou dans une unité de réanimation ou de soins continus. Donc il y a des scores qui ont été développés pour ça, spécifiquement pour ces patients-là. Là, je vous montre le score européen, il faut savoir qu'il y a un score américain qui a également été développé, mais qui est grossièrement similaire. Donc ce score prend en compte différents facteurs de risque d'évolution compliquée de l'infection. Et globalement, ça permet de stratifier la gravité des patients, avec des patients qui sont considérés comme à bas risque lorsqu'ils ont un score qui est supérieur à 20, par opposition à des patients à gauche qui sont considérés comme à haut risque, c'est-à-dire avec un score inférieur ou égal à 20, avec une recommandation que les patients à bas risque peuvent éventuellement justifier d'un traitement en ambulatoire à la maison, alors que des patients à haut risque devront impérativement être hospitalisés pour recevoir une antibiothérapie intraveineuse et pour être surveillés comme il faut. Donc ça, c'est pour des patients qui sont éventuellement entre une hospitalisation en soins classiques et un retour à la maison. Après, moi, je suis réanimateur, et ce qui m'intéresse en interaction avec mes collègues des urgences, c'est de pouvoir reconnaître ce type de patient qui a un lymphome, qui a reçu du R-CHOP, qui a présenté AJ8, donc au moment escompté de la neutropénie, un épisode infectieux qui a été traité empiriquement à la maison par une antibiothérapie orale par de l'augmentin et de la ciprofloxacine, et que ce patient vient 2 jours plus tard aux urgences avec un tableau de sepsis sévère, avec des points d'appel infectieux, qui sont en particulier le poumon et l'abdomen. Donc pour ces patients-là, c'est important de pouvoir les orienter en réanimation, et ces patients-là, on va les prendre d'autant plus volontiers en réanimation et précocement en réanimation qu'on a un certain nombre d'études maintenant qui nous montrent que leur pronostic s'est grandement amélioré, lié à de multiples facteurs, et parmi ces facteurs, même si c'est difficile à mettre en évidence et à prouver, il y a la prise en charge précoce en réanimation. Donc ça, c'était un travail qu'on avait réalisé dans le service, donc une étude monocentrique qui comparait 2 périodes successives. Vous voyez que pendant la période la plus récente, on a une amélioration drastique du pronostic, mais ce qui était constaté dans notre service est également vrai à plus grande échelle, et ça, c'est les données d'Île-de-France sur l'évolution du pronostic du choc septique dans la quarantaine de services qui participent à la base de données Cubrea, avec, vous voyez, au cours du temps, une amélioration progressive du pronostic de ces patients, et puis des données encore plus récentes qui sont les données de l'étude observationnelle multicentrique Trialo en réanimation, qui vous montrent le pronostic du choc septique dans une population d'hématologie, avec, vous voyez, une survie en réanimation qui est maintenant à 60% et une survie hospitalière qui est à plus de 50%, donc c'est quand même un sous-groupe de patients septiques pour lesquels on a fait d'énormes progrès, et encore une fois, ces progrès proviennent probablement d'une prise en charge rapide du sepsis. Alors, est-ce que ces patients qui ont une neutropénie fébrile, un sepsis lié à une neutropénie fébrile, quelles sont les particularités de leur prise en charge, et qu'est-ce que, en particulier aux urgences? Finalement, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose en termes de management des défaillances d'organes qui les différencie d'autres patients, et que probablement le point le plus crucial, ça va être la gestion des médicaments anti-infectieux.
Et pour ça, on est grandement aidé par des recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses qui sont assez régulièrement remises à jour, qui nous expliquent un petit peu comment manager les antibiotiques chez ces patients-là en fonction de leur risque, de la présentation clinique. Et puis également des recommandations d'autres sociétés, comme une société européenne, qui nous donne également des recommandations pour utiliser les anti-infectieux, avec le problème que vous connaissez tous, c'est-à-dire l'émergence de bactéries multirésistantes dans la population générale, et en particulier dans cette population qui reçoit fréquemment des antibiotiques, avec des recommandations pour cibler une antibiothérapie particulièrement large chez ces patients lorsque des facteurs de risque de bactéries multirésistantes sont retrouvés. Donc lorsqu'on parle d'antibiothérapie dans la neutropénie fébrile, globalement, il y a deux attitudes qui peuvent être proposées. Une attitude qui est l'escalade antibiotique. Et ça, l'escalade antibiotique, elle va se concevoir pour des patients qui ont une neutropénie fébrile sans signe de gravité. C'est-à-dire que vous allez utiliser une antibiothérapie initiale que vous allez éventuellement réévaluer, mais sans d'emblée introduire une antibiothérapie qui soit extrêmement large. Et puis une autre attitude thérapeutique qui est l'attitude de désescalade. Et ça va être l'attitude typiquement pour les patients les plus graves, chez qui vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir, de commettre une erreur dans l'antibiothérapie initiale. Donc ça veut dire utiliser d'emblée une antibiothérapie qui est extrêmement large, quitte secondairement à restreindre le spectre et à désescalader en fonction de la documentation microbiologique éventuelle. Donc pour les patients qui n'ont pas de signe de gravité et qui potentiellement peuvent retourner à la maison, ces patients-là peuvent justifier d'une antibiothérapie orale. Ça a été montré dans quelques études, et celle-ci est probablement la plus importante, qui avait été publiée dans le New England, et qu'une antibiothérapie orale par augmentin et ciprofloxacine, comparée à une antibiothérapie intraveineuse par de la rocéfine, ça donnait exactement le même résultat en termes de d'effervescence, qui n'est peut-être pas un critère extrêmement pertinent pour nous en réanimation, mais qui, dans l'évaluation de ce type de thérapeutique chez ces patients-là et à la maison, est un critère très important. Pour les patients les plus graves, il est clair que les bacilles à Gram négatifs représentent les germes qui sont prédominants. Je vous ai expliqué au début que dans la majorité des cas, on récupérait des cocci à Gram positifs. Pour les patients les plus graves, c'est encore les bacilles à Gram négatifs qui sont très virulents dans cette population, et c'est cela qu'il faudra cibler. Et la question qu'on doit se poser chez ces patients-là, c'est la question d'une part du choix de la bêta-lactamine, parce que ça on en a déjà discuté, mais dans un contexte où beaucoup de patients sont potentiellement colonisés à des bactéries multirésistantes, le choix de la bêta-lactamine peut poser problème. Et puis se pose la question de l'association à un aminoside, avec des études qui sont un peu anciennes, mais qui suggéraient que l'association d'une bêta-lactamine et un aminoside chez des patients neutropéniques avec une bactériémie à Gram négatif, ça apportait un bénéfice, mais avec des études qui sont maintenant un peu anciennes, avec des bêta-lactamines qui ne sont pas forcément aussi bactéricides que celles qu'on peut utiliser actuellement. Et puis, beaucoup d'entre nous ont oublié cette étude, qui était pourtant une étude très importante de l'ORTC, qui avait suggéré que les patients qui avaient des neutropénies profondes et prolongées, c'est-à-dire moins de 100 PN et plus de 7 jours, qui avaient une bactériémie à Gram négatif, ces patients-là bénéficiaient d'une bithérapie prolongée par de la ceftazidime et de l'amicacine. Un autre intérêt de l'aminoside, c'est dans le contexte des résistances, c'est de pouvoir étendre le spectre, élargir le spectre et avoir moins de risques de se trouver sur le spectre bactérien. Et ça a été montré par exemple dans cette étude. L'adjonction d'un aminoside permet d'avoir malgré tout une activité sur des bactéries sécrétrices de bêta-lactamase ou alors des pseudomonas aeruginosa qui sont multirésistants. Et l'utilité de cette combinaison a également été suggérée dans cette étude qui vient de l'hôpital Saint-Louis, qui avait suggéré que les patients qui étaient traités par une combinaison antibiotique active sur les germes en cause avaient un meilleur pronostic que des patients qui étaient traités par une mono-antibiothérapie. Donc la recommandation d'utilisation des aminosides est une recommandation malgré tout de grade
relativement modérée, puisque c'est une recommandation de grade B2, donc avec un niveau de preuve qui est modéré, mais qui, à mon sens, est justifié. Une autre question qu'on peut se poser chez les patients les plus graves, c'est d'utiliser un traitement qui soit actif contre les cocci à Gram positifs qui ne sont pas couverts par la bêta-lactamine. Globalement, les SARM et les streptocoques de sensibilité diminuée à l'amoxicilline. Et ça, ce qui est recommandé, en particulier pour l'utilisation de la vancomycine, mais le Zivoxide a également été validé dans cette indication-là, c'est de le donner simplement chez des patients qui ont des critères de gravité, c'est les patients les plus graves, qui ont une instabilité circulatoire ou alors qui ont des infections pulmonaires en empirique. Encore une fois, si vous utilisez une stratégie de désescalade, c'est-à-dire une stratégie d'emblée d'avoir une antibiothérapie extrêmement large, il est indispensable, même si ça ne va pas forcément dépendre de vous aux urgences secondairement, de pouvoir faire marche arrière secondairement en fonction de la documentation microbiologique, c'est-à-dire globalement de pouvoir revenir à une bêta-lactamine de spectre plus étroit, d'arrêter les aminosides s'il n'y a rien qui justifie le maintien de l'aminoside, et en particulier si vous n'avez pas de documentation à bacille à Gram négatif, et d'arrêter les glycopeptides s'il n'y a pas de cocci à Gram positif résistant qui a été isolé, qui ne soit pas couvert par la bêta-lactamine. Donc ça, c'était pour le management des anti-infectieux. Je ne vais pas parler des antifongiques parce que je pense que les antifongiques, ce n'est vraiment pas les patients qu'on voit aux urgences, en tout cas au moment de la présentation aux urgences, même si après, secondairement, ils peuvent présenter des infections fongiques. L'autre volet du traitement chez les patients les plus graves, c'est les supports de défaillance d'organes avec les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign qui s'appliquent pour la plupart aux patients neutropéniques. Et vous savez que l'application de ces recommandations a été associée à une amélioration du pronostic du sepsis sévère et du choc septique dans des populations tout venant. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui était probablement à l'origine de l'amélioration générale du pronostic du sepsis sévère dans la population générale, mais également dans une population à haut risque comme les patients neutropéniques, c'est la rapidité. Et c'est une des grandes philosophies de la Surviving Sepsis Campaign, c'est la rapidité, la reconnaissance rapide du sepsis et du sepsis sévère et la mise en place rapide de thérapeutiques. Et je vous ai dit que c'était difficile à montrer. Et en ce qui concerne les patients cancéreux, il y avait cette étude coréenne que j'avais trouvée intéressante qui suggérait que le retard à l'admission en réanimation était associé à un risque accru de décès chez des patients qui étaient porteurs de dysfonction physiologique. Mais on n'a pas beaucoup d'études pour nous montrer ça dans cette population-là, et je pense que Jamel va nous en montrer également un petit peu tout à l'heure. Donc pour le management de défaillance d'organes du sepsis sévère, qu'est-ce qui est intéressant aux urgences et quel doit être le rôle du médecin urgentiste? Globalement, c'est la prise en charge dans les quelques premières heures. Et c'est là où, globalement, je pense qu'une grande partie du pronostic se fait. Et donc, c'est appliquer les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, c'est-à-dire réaliser les hémocultures avec les patients qui, lorsqu'ils ont des voies veineuses centrales, des portacates ou des PICC lines, de pouvoir faire une ponction périphérique et une ponction sur la voie veineuse centrale, de débuter le plus rapidement possible en 1h30, dans les 90 minutes, une antibiothérapie qu'on espère être la plus appropriée possible, éventuellement de contrôler la source de l'infection, mais là c'est vrai qu'on est peut-être déjà dans la prise en charge du service d'aval et en particulier pour les patients les plus graves dans la prise en charge en réanimation ou dans une unité de soins continus, et puis le remplissage vasculaire avec les cristalloïdes et éventuellement de débuter rapidement des drogues vasopressives. Et là je pense que les urgences doivent vraiment être très actifs sur ces quelques premières heures avant que le patient soit transféré dans l'unité adéquate. Une autre question qu'on doit se poser également chez les patients neutropéniques, c'est est-ce qu'il y a une indication à utiliser des thérapeutiques pour accélérer la sortie des globules blancs, donc le GCSF. Dans la littérature, les méta-analyses nous suggèrent que peut-être le GCSF aurait un intérêt et aurait un effet marginal sur la mortalité infectieuse
dans cette population-là. Néanmoins, quand on reprend les quelques études de réanimation qui existent, comme celle-ci de Michael Darmon qui avait été réalisée à Saint-Louis, globalement, le GCSF dans cette population de réanimation apporte pas grand-chose. Et au mieux, les études ont constaté une sortie d'aplasie qui est raccourcie de 24 voire de 48 heures, mais sans aucun effet sur la morbidité ni sur la mortalité en réanimation. Donc actuellement, l'utilisation de GCSF en curatif dans cette population-là n'est pas recommandée. Alors qu'est-ce qu'on a comme données aux urgences sur cette population-là? On n'a pas grand-chose, mais on a quand même la chance d'avoir ce papier qui a été réalisé, qui est une étude multicentrique aux urgences, qui avait été pilotée par Stéphanie André et Yann-Éric Lassens à l'hôpital Cochin, et qui avait fait en fait une photographie de la neutropénie fébrile aux urgences, en stratifiant les patients selon leur risque et en observant la manière dont ils étaient pris en charge dans les unités d'urgence et de vérifier l'adéquation de la prise en charge de ces patients par rapport aux recommandations qui existent, que ce soit en termes de management de la neutropénie fébrile ou de management du sepsis sévère. Et donc ils ont individualisé, en utilisant des critères habituels, des patients qui avaient un sepsis sévère à gauche, qui étaient des patients qui étaient censés aller rapidement en réanimation, des patients qui n'avaient pas de sepsis sévère et pour lesquels ils ont classifié en haut risque et bas risque selon la classification MASC que je vous ai donnée tout à l'heure. Avec pour les patients à bas risque, une attitude adéquate était de les faire sortir de l'hôpital avec une antibiothérapie orale, sous réserve qu'ils n'ont pas de persistance de fièvre sous déjà une antibiothérapie orale qui était bien conduite, et des patients qui étaient à haut risque, qui étaient des patients qui devaient être hospitalisés dans des services avec la prescription d'une antibiothérapie par voie intraveineuse. Et donc, quelles sont les constatations de cette étude? Pour les patients à bas risque en bas, vous voyez que l'adéquation de la prise en charge est loin d'être parfaite, puisqu'il y a simplement 44% des patients qui ont reçu une antibiothérapie orale alors qu'ils étaient éligibles à une antibiothérapie orale, et il n'y en a pas beaucoup qui rentrent à la maison, puisqu'il y en a simplement 9% qui rentrent à la maison, alors que théoriquement, ils pourraient rentrer à la maison. Et pour les patients les plus sévères, l'antibiothérapie adéquate, il n'y avait que 32%, parce que les patients recevaient les antibiotiques plus tard que les 90 minutes qui étaient recommandées. Il y en avait 49% seulement qui recevaient un remplissage aux urgences, et 33% qui avaient une mesure du lactate artériel, alors que pour les hémocultures, par contre, là, c'est extrêmement performant, puisque quasiment tous les patients avaient droit à leur hémoculture, et l'orientation était tout à fait adéquate, puisque les patients étaient orientés dans les services de réanimation. Un petit mot sur les biomarqueurs, juste pour vous montrer cette diapositive, des patients qui ont des neutropénies, qui ont des infections documentées à gauche, versus des patients qui n'ont pas d'infection documentée et qui ont une faible probabilité d'infection. Vous voyez que différents biomarqueurs d'infection dans cette population-là, c'est vraiment pas terrible. Il y a un overlap énorme dans cette population, et donc il y avait impossibilité de s'en servir dans une démarche décisionnelle. Et enfin, et je vais terminer là-dessus, je pense qu'il est important que vous sachiez qu'il y a des pathologies spécifiques liées à des maladies malignes, en particulier à des hémopathies, qui peuvent mener un sepsis. Et je vous les ai résumées ici avec des pathologies d'infiltration pulmonaire leucémique, le syndrome de différenciation dans les LAM3, les syndromes de Lees, des syndromes d'activation macrophagique. Et tous ces syndromes peuvent présenter des manifestations évocatrices de sepsis, mais qu'il faudra savoir reconnaître parce qu'elles justifient de thérapeutiques particulières. Donc en conclusion, je pense que c'est important de pouvoir reconnaître la neutropénie fébrile et de stratifier le risque de la neutropénie fébrile aux urgences. En ce qui concerne les patients les plus graves, le pronostic s'est amélioré au cours des dernières années, et je pense que la principale problématique pour ces patients-là par rapport à des patients non neutropéniques, ça reste la gestion du traitement anti-infectieux. Il n'y a pas d'indication au GCSF en curatif de la neutropénie fébrile. Et enfin, je vous ai donc parlé des complications non infectieuses qui pouvaient mimer un sepsis, et qu'il est, à mon avis, important d'avoir cette notion. Je vous remercie de votre attention.